Et on va revenir sur certains des événements de ces dernières heures sur le terrain avec le général François Chauvency. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes consultant en géopolitique, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Défense de l'Union des associations des auditeurs de l'IHEDN. Merci donc d'être avec nous. On va revenir sur la mort de Florian Montorio, ce sergent-chef de l'armée française qui a été tué dans une embuscade alors qu'il servait dans les rangs de la FINUL. Qui était visé selon vous? Les casques bleus de l'ONU ou bien l'armée française? C'est très difficile à dire. En tout état de cause, le fait de tirer sur des casques bleus qui ont un casque bleu, c'est un truisme de le dire, qui sont dans des véhicules blancs qu'on voit de très loin, montre à l'évidence que cette embuscade était délibérée, dans un premier temps. Maintenant, ça peut correspondre à plusieurs hypothèses. D'abord, un ordre finalement du Hezbollah, du commandement du Hezbollah pour dire vous lancez un message d'abord à la FINUL. Deux, ça peut être aussi un message à la France. Maintenant, ça peut être aussi une autorité locale du Hezbollah. Et si je dis Hezbollah, c'est simplement parce que le président de la République française a bien qualifié les auteurs de cette attaque. Et bien, si c'est le Hezbollah local, peut-être parce que il y avait un poste de la FINUL qui était en cours d'être, je dirais, libéré en quelque sorte par l'accès, et que ça peut-être déranger un groupe d'irréguliers local. Voilà, donc il y a beaucoup d'hypothèses. Donc un message, ça peut être interprété comme ça. En tout état de cause, il faut bien prendre en considération qu'un casque bleu ne doit pas être l'objet d'attaque, parce que d'abord, c'est de la lâcheté. Et pourquoi de la lâcheté? Simplement parce qu'il n'est pas autorisé à riposter comme cela. Donc, cette attaque délibérée est quand même un acte très grave. Alors vous parlez de lâcheté, ça soulève une question qu'on se pose depuis très très longtemps. Est-ce que les règles d'engagement des soldats de la FINUL sont adaptées à la situation? Elles sont adaptées à la mission qu'on leur a donnée. Si vous mettiez une unité française sous commandement français, ça ne serait pas comme ça. L'ouverture du feu aurait été naturelle et les soldats auraient pu peut-être même anticiper l'attaque. Si vous êtes casque bleu, on vous met tellement de règles d'engagement pour ne pas utiliser l'arme, parce que ce n'est pas l'objectif, que finalement vous êtes une cible sans aucun problème pour n'importe quel attaquant, parce que vous n'êtes pas autorisé à ouvrir le feu comme cela. Vous devez préciser que vous êtes bien en légitime défense, vous devez bien identifier qui vous a tiré dessus, vous devez aussi répondre avec proportionnalité avec l'arme identique à celle qui vous a tiré dessus, donc c'est insoluble. On a bien des casques bleus qui sont pris même en otage. Alors, le mandat de la FINUL s'achève à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça peut changer pour le Liban si la force d'interposition n'est pas reconduite? C'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que la FINUL, dans son inefficacité, doit quand même devoir un retour d'expérience. La FINUL est présente depuis 1978, donc bientôt 50 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pas vraiment. Ça n'a pas arrêté les invasions israéliennes, ça n'a pas arrêté les attaques du Hezbollah, ça n'a pas permis le désarmement du Hezbollah, et ça n'a pas vraiment permis non plus que l'armée libanaise reprenne le contrôle du Liban Sud. Donc la conséquence est, à quoi ça sert de payer cher une opération de 10 000 hommes qui ne sert pas à grand-chose? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que qu'est-ce que ça va changer? Alors, la FINUL avait quand même quelques avantages. Le premier, c'est une assistance humanitaire au profit des populations quand c'était possible. C'est ce qu'elle fait depuis presque 50 ans. C'est aussi l'observation par les Nations Unies de la situation réelle sur le terrain. Ça permet aussi de dénoncer toutes les attaques du cessez-le-feu, la remise en cause des cessez-le-feu, les agressions, et de faire un compte-rendu régulier aux Nations Unies pour dire « Attendez, il se passe quelque chose, nous vous rendons compte, maintenant c'est à vous politiquement de prendre la décision ». Donc voilà, donc il y avait un rôle. Maintenant, ce rôle est quand même très succinct. On voit bien que les Israéliens passent comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, que le Hezbollah fait la même chose et en plus attaque aussi, comme les Israéliens, les casques bleus. Est-ce qu'il est bien utile de mettre en danger les soldats casques bleus, qui sont des soldats de la paix, qui n'ont pas la possibilité, j'irais légalement par les règles d'engagement, de se défendre? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre leur vie en danger pour si peu de résultats? Alors, je voudrais qu'on parle un peu du rôle de la France. Florian Montorio est le deuxième soldat français tué depuis le début de la guerre le 28 février dernier. Dans quelle mesure la France est-elle engagée dans ce conflit déclenché le 28 février dernier par les États-Unis et Israël? Alors, c'est quand même bien deux cas différents. L'adjudant-chef Frion qui a été tué
en Irak était en assistance militaire au profit de l'armée irakienne et il était sous l'uniforme français. Et il a été, dans le cas d'une attaque, tué par une milice chiite, effectivement, irakienne. C'est un autre contexte, sachant que bien que dans ce contexte-là, il n'y avait aucune agressivité de la France vis-à-vis de l'Iran et que ces soldats engagés là-bas, les Français, n'étaient absolument pas en guerre contre l'Iran, il faut le rappeler. Le Liban et la FINUL, c'est un peu différent. Nous sommes dans le cadre du maintien de la paix et nous sommes dans le cadre d'un mandat des Nations Unies. Alors la France, là-dedans, d'un côté, politique étrangère, soutient l'armée irakienne, oui, position nationale, et la position, je dirais, multinationale au Liban, où la France, conformément à son, comment dire, à son engagement de longue date, ça fait des années que la France souhaite que le Liban retrouve toute sa souveraineté, la France participe autant que possible au retour de cette souveraineté, avec une remarque. Les casques bleus français sont aujourd'hui des unités extrêmement rares aux Nations Unies. Il n'y a qu'au Liban, pratiquement, où la France déploie l'équivalent d'un régiment. Si vous vous rappelez les années 95, nous avions des milliers d'hommes qui étaient au service de l'ONU. Et on s'est rendu compte, notamment après Sarajevo, que ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans la FINUL, si nous sommes casque bleu et si nous sommes donc au Liban, c'est pour aussi renforcer l'influence de la France et permettre au Liban, par différents moyens, bien entendu, mais pas uniquement celui-là, que ce Liban retrouve toute sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, tout en dénonçant les attaques des uns ou des autres, que ce soit des Israéliens ou du Hezbollah. Un soldat israélien est également mort aujourd'hui au Liban, malgré le cessez-le-feu. Est-ce que vous estimez, vous, que la trêve peut malgré tout tenir ? La trêve peut tenir, mais elle est fragile. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Elle est fragile. Mais un cessez-le-feu, c'est jamais à telle heure on arrête, il ne se passe plus rien. D'autant que le cessez-le-feu, si je me souviens bien, autorise la réaction en cas de légitime défense, donc en cas d'agression. Donc, il se pourrait fort, que je ne connais pas le détail de la mort de ce soldat israélien, que lors d'une menace sur ce soldat israélien ou dans d'autres circonstances, eh ben, il y a eu un affrontement localisé qui a abouti à ce décès. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer ou surdimensionner ces atteintes au cessez-le-feu. Dans tout cessez-le-feu, il y a ce type d'accrochage et le mettre trop en avant, finalement, c'est donner l'impression que le cessez-le-feu ne tiendrait pas. Je ne dis pas qu'il ne tiendra pas ou qu'il tiendra, je dis simplement qu'il ne faut pas surexploiter cet événement. Oui, il y a un soldat mort, oui, il y a eu un affrontement localisé, mais est-ce que pour autant ça remet en cause le cessez-le-feu? Pour l'instant, je n'en suis pas sûr. Alors, c'est une des revendications, une des exigences même de l'État hébreu, le désarmement du Hezbollah. Est-ce que vous pensez que l'État libanais a les moyens de parvenir à assurer cette mission-là spécifiquement? Alors, c'est une mission qui a été de longue date, depuis 2006, mais qui finalement a été remise sur le plateau, je dirais, en novembre 2024, suite au dernier cessez-le-feu, au précédent cessez-le-feu plutôt, où effectivement l'armée libanaise et la FINUL devaient avoir pour objectif de désarmer les Libanais très affaiblis. Il y a eu plus de 300 caches d'armes qui ont quand même été trouvées au sud Liban, donc ce n'est pas négligeable. Une partie du travail a été fait. Bon, c'est très factuel. Maintenant, est-ce que l'État libanais veut vraiment désarmer le Hezbollah? Est-ce qu'il en a les moyens? Et on revient à votre question sur l'armée libanaise. L'armée libanaise, c'est quand même 80 000 hommes. Mais 80 000 hommes qui sont, je dirais, de confessions religieuses différentes. Et l'armée libanaise en tient compte. C'est-à-dire que finalement, est-ce que toute l'armée libanaise est suffisamment fiable pour assurer cette mission gouvernementale de désarmer une milice qui remet en cause le gouvernement légal et légitime? Voilà la question. Et pour répondre franchement à votre question, je crains que malheureusement, puisqu'on en parle depuis des années, que le Hezbollah, un, ne veut pas être désarmé, et que deux, l'État libanais ne pourra pas le faire tout seul, ne pourra pas désarmer le Hezbollah tout seul. Alors comment faire? La FINUL a monté son incompétence sur ces questions-là. Est-ce qu'il faut une force multinationale qui remplacera, suite à la question que vous avez posée tout à l'heure, qui remplacera finalement la FINUL? Est-ce qu'il pourrait y avoir une force multinationale? Mais s'il y avait une force multinationale en remplacement de la FINUL, en tampon entre Israël et, je dirais, et le Hezbollah sur le territoire libanais, ça voudrait dire des règles d'engagement complètement différentes,
des forces constituées d'une manière tout à fait différente, et surtout l'objectif de ne pas se retrouver en situation d'affrontement sans réponse. Donc un affrontement potentiel avec le Hezbollah. Très rapidement, Général Chauvency, vous avez vous-même servi au sein de la FINUL au début des années 80, au moment de l'invasion du Sud-Liban par Israël. En 40 ans, qu'est-ce qui a changé très vite? Très vite, pas grand-chose. Les problèmes que vous évoquez aujourd'hui ou que nous évoquons depuis quelques jours, on a connu exactement les mêmes, sauf que ce n'était pas avec le Hezbollah, mais c'était avec les Palestiniens. Merci beaucoup, Général Chauvency. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue trimestrielle Défense de l'Union des associations et des auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale. On continue à évoquer le cas du sergent-chef Montorio. Il avait 39 ans, il était père de 2 enfants, habitué des opérations extérieures. Il devait être rendu à la vie civile d'ici quelques mois. Son corps doit être rapatrié dans la journée en France, au lendemain de l'annonce de sa mort, lors d'une embuscade tendue au casque bleu. C'est l'émotion qui domine à Valence d'Agen et à Saint-Clair, là où il vivait. Camille Gutin, Isabelle de Lyon, avec François Guinlet. Son visage et son nom s'affichent ce matin dans tous les journaux de la région. Le sergent-chef Florian Montorio est dans les esprits de tous les habitants de sa commune, près de Valence d'Agen. Bien sûr, ça me touche. J'étais enfant de troupe de 10 à 18 ans, donc je veux dire, le côté militaire me touche toujours. Ça me touche parce que c'est pas juste. Normalement, ils sont là-bas pour protéger et ils ne se battent pas. Donc, c'est pas juste. Le corps du soldat Florian Montorio sera rapatrié en France aujourd'hui. Un hommage sera rendu cette semaine au sergent-chef. Le militaire père de 2 enfants était très connu dans la commune. Sympathique, il est sociable. Il a grandi avec nous, on va dire. Il est ici, là, on le croise ici, au soir au café. Ce proche parle d'un homme ouvert et bienveillant. Il était à l'écoute, il ne jugeait pas les gens. Il laissait toujours une porte ouverte. Le sergent-chef Florian Montorio était aussi un militaire reconnu. Il faisait partie du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Décoré de la Croix de la valeur militaire, à 39 ans, il avait déjà œuvré dans le monde entier, avec des missions en Afghanistan, en Irak ou encore au Mali. Les 3 autres militaires blessés sont toujours hospitalisés, dont 2 dans un état sérieux, même si les nouvelles sont rassurantes selon le gouvernement.